Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui est Jean-Frédéric Poisson. Bonjour Jean-Frédéric Poisson, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes député des Yvelines, vous présidez le Parti chrétien-démocrate. À ce titre, puisque le Parti chrétien-démocrate est allié aux Républicains, vous êtes candidat à la primaire de la droite et du centre. Vous êtes par ailleurs vice-président de la Commission des lois. Vous avez une activité internationale soutenue, vous avez rencontré le président Bachar el-Assad à 2 reprises l'année dernière, vous revenez ces derniers jours de Serbie et de Bosnie, et puis vous avez des positions qui sont singulières. Vous considérez que l'identité heureuse, par exemple, chère à Alain Juppé, n'existe pas, vous êtes opposé à la prolongation de l'état d'urgence, enfin voilà, de nombreuses questions sur lesquelles nous allons pouvoir vous interroger dans cette édition de Face aux chrétiens. Vous serez interrogé par Laurent de Boissieu pour La Croix. Bonjour. Par Alain Baron pour Radio Notre-Dame. Bonjour. Et par Romain Mazenot pour RCF. Bonjour. Voilà, c'est Laurent de Boissieu qui vous pose la toute première question. L'association Sens Commun, qui est un peu la manif pour tous au sein de la mouvance des Républicains, a apporté son soutien à François Fillon pour la primaire. Est-ce que vous comprenez ce choix et est-ce que vous n'attendiez pas que Sens Commun vous soutienne, vous ? Vous qui êtes opposé à la... Qui êtes pour l'abrogation Voilà. de la loi Taubira. Oui, je suis d'ailleurs le Jean-Frédéric seul Poisson. à défendre cette position. Hervé au sein Mariton de la- également. Voilà. Alors, je suis, disons, le seul candidat sûr de concourir à ce stade qui défende la perspective de cette abrogation. Hervé Mariton n'a pas toutes ses signatures pour l'instant. Je laisse le soin à Sens Commun d'expliquer les raisons pour lesquelles il a pris cette orientation. Si j'avais considéré que le projet politique porté par François Fillon était conforme à ce que je crois nécessaire pour la France, je ne serais pas candidat, je l'aurais soutenu. Je veux donc dire que le projet de François Fillon et le mien ne sont pas identiques, ils ne sont même pas similaires. Et en ce qui concerne le motif particulier, ou plutôt ce qui a conduit à la création de Sens Commun, c'est-à-dire le débat sur le mariage pour tous, je constate que des dernières déclarations faites dans vos colonnes, d'ailleurs, par François Fillon sur ce sujet, dans La Croix, je vois que M. Fillon, sur ce sujet, est d'une ambiguïté extrêmement étonnante, rappelant d'un côté qu'il faut absolument un père et une mère pour un enfant, mais acceptant la perspective du maintien de l'adoption simple, pour toutes les personnes que ça pourrait intéresser. Enfin, tout ça est plein d'ambiguïtés. Donc vous êtes Sur le respect de la vie, position de Sens Commun. c'est la même chose. Ces déclarations, un coup contre l'avortement, un coup pour, un coup contre. Il vote contre à l'Assemblée. Il écrit qu'il n'a pas voulu faire ça. Enfin, moi, je ne comprends plus rien. Et j'observe par ailleurs que sur les sujets qui me paraissent essentiels pour la France, c'est-à-dire la réorientation du projet européen, la lutte contre le TAFTA, un certain nombre d'alliances internationales, je ne vois pas dans le projet de François Fillon quoi que ce soit qui puisse me rassurer sur la suite. Donc vous interrogerez certainement, si ce n'est déjà fait, les responsables de Sens Commun. Ils sont responsables, bien sûr, et libres de leurs décisions. Je ne comprends pas comment on peut concilier l'affirmation de valeurs qui est la leur, qui est leur souhait, que je respecte. Je suis en politique pour les mêmes raisons, bien sûr. Oui. Et puis le soutien à un candidat dont je constate une forme d'ambiguïté. Et dernier point, pour finir de vous répondre tout à fait, la sortie de François Fillon ce week-end dernier à Sablé pour sa rentrée politique contre Nicolas Sarkozy sur les mises en examen ne me paraît pas avoir sa place dans le débat de la primaire. Et j'ajoute que par souci d'équilibre, il aurait peut-être pu ajouter aussi qu'on n'imagine pas non plus le général de Gaulle condamné par la justice pénale en appel et se représenter au suffrage de ses concitoyens. Je veux dire qu'il y aurait eu là une forme d'équilibre que j'aurais pu comprendre. Ce qui indique que M. Fillon s'apprête à soutenir résolument Alain Juppé au deuxième tour de la primaire, si jamais c'était possible. Je ne suis pas sûr non plus que ça soit complètement identifié par les responsables de Sens Commun. Si Laurent de Boissieu. Je sous-entends ce que vous dites. Vous, personnellement, vous pencheriez plutôt pour Nicolas Sarkozy au second tour. Moi, je ne vois pas comment on peut imaginer une logique qui propulse à la tête de la France un président qui serait élu au seul motif que c'est le seul capable de battre le candidat de la gauche. C'est la logique qui a présidé à la désignation de François Hollande comme candidat par les socialistes en 2011. On voit le résultat 5 ans plus tard. Si nous adoptons la même logique, eh bien nous aurons les mêmes résultats. Voilà. Et je ne vois pas ce qui aujourd'hui, en tout cas, pourrait expliquer autre chose que cela, parce que M. Juppé a choisi de faire campagne au centre-gauche, c'est son droit. Ce n'est pas le centre de gravité des formations de la droite et du centre qui se présente à la primaire. C'est un projet politique qui est très sensiblement éloigné du mien, sur l'Europe, sur le fédéralisme européen, une certaine forme de naïveté à l'égard de l'islam, une appréciation des sujets de société que j'ai du mal à appréhender.
Donc effectivement, je comprends mal comment, d'ores et déjà, on se situe dans une logique qui est une logique de second tour d'une élection. Moi, je suis dans une logique de premier tour, c'est-à-dire de défense d'un projet, de conviction, d'une vision, et je la porte dans le débat public. Romain Masneau, RCF. Le réflexe du vote utile risque de prévaloir lors de cette primaire à droite. On voit bien que cette primaire, pour l'instant, est dominée par le duel entre Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce que vous dites aux Français pour les convaincre de voter pour vous? Vous dites, je suis le candidat de la politique familiale, de la lutte contre l'esprit de mai 68. Est-ce que c'est plus large que ça? Non, c'est plus large. C'est tout ce que vous dites est juste. D'ailleurs, je l'ai écrit et je l'assume parfaitement, vous le savez. Vous avez remarqué certainement que dans les mois qui viennent de s'écouler, et plus encore, j'ai, comme vous le disiez, M. Mounier, tout à l'heure justement, beaucoup investi, énormément travaillé sur les sujets de sécurité interne, sur les questions internationales, sur le terrorisme, sur Daesh, sur l'islam. Je l'ai dit, d'ailleurs, je l'avais dit, je crois, dans cette émission il y a quelques mois maintenant, mon ambition n'est pas d'être un candidat de témoignage. Je porte un projet pour la France qui est complet. Il s'assoit sur la famille et les corps intermédiaires comme le socle sur lequel nous devons rebâtir la France et la communauté nationale. Il s'assoit sur la force de l'État et sa justice en même temps pour faire en sorte que cette communauté et ses membres puissent agir librement et dans le respect de leurs initiatives. Et puis, il rappelle effectivement un certain nombre de valeurs qui sont notre héritage judéo-chrétien et dont nous devons réaffirmer la préséance et la primauté dans l'espace. Quand Nicolas Sarkozy dit qu'il faut axer, quand il axe sa campagne sur l'identité, les questions régaliennes, il a raison, c'est un choix pertinent. J'allais dire oui, c'est une direction intéressante, mais ça ne suffit pas. Et par ailleurs, la conception de la laïcité de Nicolas Sarkozy n'est pas la mienne. Moi, je suis absolument défavorable à l'interdiction de tous les signes religieux dans l'espace public. Je ne comprends même pas comment on puisse imaginer une chose pareille. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai d'ailleurs eu l'occasion de le dire très directement à Nicolas Sarkozy. Je ne partage pas cette vision. Je ne voterai pas la loi contre le burkini qui arrivera à l'Assemblée. Je suis défavorable à une réforme de la Constitution sur ce sujet parce que je pense que ça consiste à écraser des mouches avec une bombe atomique. On y reviendra certainement un peu plus tard pour finir de répondre à votre question sur le vote utile, puisque c'était le début de notre échange. Vous n'êtes pas une candidature de témoignage. Les Français ont l'occasion, pour une fois, de participer à un scrutin dans lequel ils vont pouvoir, sans que ça coûte rien, je mets des guillemets, choisir le candidat qui leur plaît le plus au premier tour de l'élection primaire. Le vote utile, je comprends cette mécanique, j'ai deux remarques. Un, c'est un vote de second tour, pas de premier. Deux, on en crève depuis 40 ans. On en crève depuis 40 ans. Pour une fois, tous les Français ont la possibilité de choisir, moyennant qui veulent participer à la primaire de la droite et du centre, le candidat qui est le plus proche d'eux. Donc laissons, si vous voulez bien, les combinatoires, les jeux d'alliance, les arrangements, on est dans le monde politique, ça se fera parce qu'à un moment, il faut bien gouverner. Vous voulez voir ce qui va se passer, quoi. La primaire n'est pas un scrutin de liste, c'est-à-dire que l'accord de gouvernement ne se passe pas avant le premier tour, il se passe ensuite. Moi, je suis dans ce premier tour, je défends un projet comme le chrétien que je suis un chrétien social, je suis attaché à la tradition de la France sur le plan national et sur le plan international. Je crois que la famille, l'association, l'entreprise et le territoire sont les socles sur lesquels on bâtit un projet. Je crois nécessaire de rétablir une société du partage et pas une société dominée par l'argent et le commerce. Voilà ce que je porte dans le débat public. Le tout avec la volonté de défendre dans l'espace international la place et l'identité de la France, parce que j'entends partout, y compris en Serbie, vous l'avez dit, dont je reviens la semaine dernière, une attente formidable à l'égard de la France sur la scène internationale. Voilà ce que je porte dans cette élection. Très bien. Et encore une fois, que les Français se prononcent sur ce qu'ils veulent et sur ce qu'ils croient. J'ai presque envie de leur dire, lâchez-vous. Enfin, pour une fois, lâchez-vous. Faites ce que vous voulez, faites ce que vous pensez. Ne croyez pas à les sondages. Les sons... Voilà. Que voulez-vous que je dise voilà, vous avez fait la réponse à ma place. Alain Baron, Radio Notre-Dame. En tant que président du PCD, vous êtes sûr d'être candidat à la primaire, ce qui n'est pas le cas d'autres de vos adversaires. Vous n'avez pas demandé les signatures, les parrainages, etc. Qu'est-ce qui vous différencie vraiment de M. Mariton? Parce qu'on a l'habitude de vous mettre un petit peu sur le même créneau. Oui, on le fait au nom des combats que nous avons menés ensemble sur les sujets de société, sur le mariage pour tous, sur quelques textes de bioéthique et deux, trois autres choses qui sont essentielles de mon point de vue d'ailleurs, comme du sien. Et sur ce sujet, sur ce point, on a raison de considérer que nous avons des visions partagées. En revanche, il y a au moins 3 points sur lesquels nous sommes en désaccord. Le premier, c'est qu'Hervé Mariton a une vision très libérale de l'économie, ce qui n'est pas ma vision à moi. Moi, j'ai la vision d'un chrétien social, d'une forme d'équilibre, entre l'initiative des entreprises et la régulation du marché, ce qui m'a conduit à
à m'opposer à la loi El Khomri dans toutes ses versions depuis l'origine. La deuxième différence, c'est que, ainsi par exemple, Hervé Mariton soutient le TAFTA, le fameux traité transatlantique que je combats avec la dernière énergie. Deuxièmement, les positions d'Hervé Mariton sont très atlantistes, ce qui n'est pas mon cas. Je pense que le moment est venu pour la France de reprendre plus qu'une distance à l'égard de la diplomatie américaine qui nous a coûté très cher en Europe et au Proche-Orient, et en Afrique, enfin d'ailleurs un peu partout. Et puis troisièmement, M. Mariton est fédéraliste sur le plan européen, ce qui n'est pas mon cas. Je plaide, a fortiori après le Brexit du mois de juin dernier, je plaide pour que l'Europe se reconcentre sur des projets, de la coopération industrielle, des grands investissements, des domaines qu'elle ne peut plus ignorer, le numérique, la recherche fondamentale, les infrastructures routières, aéroportuaires et portuaires, un certain nombre de coopérations de défense, très bien. Tout le reste doit être laissé aux États. Les fédéralistes, dont Hervé Mariton, je crois, fait partie, n'ont pas cette vision. Donc oui, sur les sujets de société, nous sommes proches, c'est vrai, mais sur ces trois champs, l'économie, l'Europe et la dimension internationale, nous avons des divergences quand même assez profondes. Laurent de Boissieu, Lacroix. On reviendra sur le fond, sur ces différentes thématiques. Oui. Vous avez participé aux rencontres de Robert Ménard au début de l'année, qui allait très loin vers l'extrême droite. Le maire de Béziers, Le maire de allié au Front Béziers, National. qui a été élu avec le soutien du FN, ces rencontres allaient très loin vers la droite, vers l'extrême droite dans les personnes qui étaient présentes. Est-ce que vous souhaitez une recomposition politique, notamment que la présidentielle soit l'occasion de cette recomposition éventuellement, et est-ce que vous vous sentez compatible, peut-être pas avec tout le FN, mais avec une partie du FN représentée par Marine Maréchal Le Pen, par exemple? Je suis peut-être pas moi à titre personnel, mais le projet que nous portons est compatible avec tous ceux qui considèrent les choses comme je les considère et comme je l'ai exposé tout à l'heure, c'est-à-dire un projet qui soit très clairement enraciné dans la culture chrétienne, pour dire les choses de manière assez rapide, même si je peux détailler si c'est nécessaire. Je l'ai détaillé il y a quelques Donc instants. l'univers du Front National, c'est ça la question qui est posée. Il y a au Front National, mais comme partout, Oui. il y a aussi des gens à gauche qui portent une vision qui est celle-ci. Je pense au Poisson Rose par ailleurs, c'est pas parce qu'il s'appelle Poisson, évidemment, ça m'intéresse au premier chef. Mais, Ils sont les catholiques proches du Parti Socialiste. C'est ça, nous avons des points de vue qui sont extrêmement convergents, et très souvent sur les sujets de société comme sur les sujets économiques. Donc, je pense que nous sommes à un moment de la vie politique française où, effectivement, la fracture idéologique qui sépare une vision qui est dominée par la dignité de la personne versus une vision qui est dominée par l'économie de marché, cette fracture-là, elle traverse absolument toutes les formations politiques, le Front National compris. Il y a plus qu'une tentation, il y a une dérive libérale du Front National aujourd'hui qui est terrible. Quand je lis sous la plume de je ne sais plus quel cacique de ce parti politique qu'il faut interdire absolument tout signe religieux, y compris les croix dans les salles des écoles des établissements d'enseignement privés, je me dis, ça y est, cette ligne l'a emporté au sein du Front, elle traverse le Parti Socialiste, elle traverse les Républicains, et un jour, il faudra que la clarification se fasse. La recomposition politique, si ce n'est qu'un jeu d'appareil, ça ne sert à rien. Si c'est une clarification idéologique sur le point de savoir quel message premier on porte dans chacune de ces formations, alors effectivement, il faut que cette recomposition se fasse. Est-ce qu'elle se fera à l'occasion des présidentielles? C'est sans doute un peu tôt. En tout cas, je suis allé à Béziers, oui, pour manifester à des personnes dont le point commun était, au-delà de leurs appartenances partisanes, dont le point commun était que tous ceux qui étaient présents considèrent que la priorité, c'est la dignité de la personne humaine. D'accord. Ça, c'est le point de départ. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas de toutes les personnes qui étaient présentes. Il y a une personne qui est un peu extrême droite racialiste qui était présente, qui au table ronde sur l'immigration donné des propos. Je ne suis pas sûr que la dignité de la personne était au cœur de leur préoccupation. J'entends ça, et vous avez sans doute raison d'émettre cette réserve. En tout cas, ce dont je suis certain, c'est qu'il y a un deuxième point commun de toutes ces personnes, c'est que d'une certaine manière, elles désespéraient de la capacité des formations traditionnelles de la droite et du centre à régler de quelque manière que ce soit les problèmes de la France. Et une des raisons de ma présence là-bas, d'ailleurs, je suis passé pour les saluer et pour dire que moi j'étais aussi attentif à ce qui se disait dans cette enceinte. Ma foi, je ne suis pas effrayé, moi, par la nécessité d'avoir un État qui soit ferme et en même temps respectueux. C'est la position que je porte. C'est, je crois, l'attente de nombreux Français, et beaucoup d'entre eux étaient présents à Béziers. Romain Masneau, RCF, pardon. Emmanuel Macron a démissionné avec fracas du gouvernement. Alors, deux questions. D'abord, est-ce qu'il a une petite chance, si jamais il se présentait à la présidentielle, est-ce qu'il aurait une petite chance de l'emporter? Et deuxièmement, est-ce que vous êtes un peu l'anti-Macron, c'est-à-dire conservateur sur les questions de société, et peut-être moins libéral en économie que lui? C'est en tout cas sans doute une des raisons pour lesquelles j'étais l'orateur du groupe des Républicains à l'Assemblée nationale au moment de la loi Macron. Nous avons donc
partagé, Emmanuel Macron et moi, à peu près 300 heures de vie commune. Alors, En commission et dans l'hémicycle, je précise immédiatement. que dites-vous de l'homme? Il est talentueux, Oui. ça n'est pas douteux. Nous avons un point commun, au moins, il est philosophe et je le suis aussi, Bon, même si nous n'avons pas les mêmes maîtres. oui. Maintenant, il a démissionné avec fracas du gouvernement, avez-vous dit, M. Mazenot, tout à l'heure. Vous n'avez pas dit avec perte et fracas, parce que je pense qu'effectivement, je ne suis pas sûr que ça constitue une perte. Cela étant dit, son bilan est extrêmement maigre. Quand on regarde les choses de près. Deuxièmement, il avait gagné au moment de la loi Macron tous ses arbitrages contre les ministres qui étaient concernés par les thèmes de sa loi, contre le ministre de l'Intérieur sur le permis de conduire, contre le garde des Sceaux sur les professions judiciaires. Le Premier ministre et le Président de la République lui ont donc permis de déployer l'intégralité de ses visions dans la loi qui porte son nom. Ça n'est pas choquant, c'est un... Comment ? Il a fait même un bilan. Une loi. En même temps, il a fait passer ses Oui. Il y a une loi dont les effets sont, j'ai combattu cette loi, donc j'étais bien conscient qu'elle ne produirait pas, et de loin, les effets qui étaient annoncés. Et ça se vérifie encore aujourd'hui, même si je peux comprendre que le temps économique soit un temps long, mais enfin, ça fait déjà 1 an et demi, et à part les bus qui roulent à la place des Donc trains, je ne vois pas très bien... Il ne vous a pas convaincu? Ah non, non. Et pourtant, D'accord. il a déployé de l'énergie, Oui. il y a mis du sien, il a fait le boulot, comme on dit, mais bon... je pense depuis longtemps qu'en réalité, Emmanuel Macron roule pour François Hollande. Et dans l'installation de ce tabouret à 3 pieds mis en place par le président de la République, c'est-à-dire Stéphane Le Foll avec EO la gauche, comme son nom l'indique, s'occupe de la gauche. Monsieur Cambadélis, secrétaire national du PS, premier secrétaire, s'occupe, comme son nom l'indique, du Parti socialiste. Et monsieur Macron va, lui, draguer sur des terres qui sont ni de gauche ni Même socialistes. aujourd'hui, pour le compte de François Hollande? Je suis persuadé, c'est Oui. mon intuition, je n'ai pas de preuve matérielle. Disons que c'est D'accord. comme ça que je le sens. Ok. Une dernière question de Alain Baron, Radio Notre-Dame. Donc selon vous, il n'ira pas à la présidentielle, c'est juste une manœuvre. Je pense qu'il ira à la présidentielle si François Hollande n'est pas candidat. Je suis absolument persuadé que François Hollande sera candidat. Et donc, je considère par ailleurs que le vrai perdant de ce départ n'est pas François Hollande, c'est Manuel Valls. Et je pense que le premier intérêt pour le président de la République de voir Emmanuel Macron quitter le gouvernement, c'est d'empêcher Manuel Valls de se présenter. Mais Voilà pourquoi comment je dites-vous lis cet épisode. Pourquoi avez-vous la conviction que François Hollande sera candidat? Mais parce qu'il ne pense qu'à lui depuis Oui. le début et que... il a très envie, je crois, d'être réélu. Enfin, je n'ai pas lu le contraire, y compris sous la plume de vos confrères ici présents, ou dans leur micro depuis longtemps. Votre conviction est liée à la personnalité du président? Oui, et puis Oui. au fait qu'on a aussi le droit d'avoir une vision de la France, des convictions, de les porter dans l'espace public, de défendre tout ça. J'ai assez peu constaté ça chez le chef de l'État actuel, mais je pense comme profondément c'est un homme qui ne pense qu'à lui. J'imagine qu'il se verrait assez bien continuer pendant 5 ans. Compte non tenu et plutôt en ne tenant aucun compte des répercussions que ça aurait sur la gauche, sur l'état de la France et tout le reste. Parce que la priorité, et ça rejoint notre première conversation de 2017, c'est d'empêcher la gauche de retourner à l'Élysée. Nous n'avons pas besoin C'est de d'empêcher 5 ans. la gauche de retourner ou 5 ans de d'empêcher le catastrophe Front National d'accéder à l'Élysée? Le Front National n'accédera pas à l'Élysée de toute façon, C'est mais clair ça pour fait vous aussi... Oui, c'est très clair, et de toute façon, ça fait aussi partie de mes objectifs. Sur quoi vous fondez-vous pour affirmer cette conviction que le Front National ne sera pas? Ah, mais moi, Allez-y. je redis que Oui. les différentes visées du Front National sur l'état de la France ne conviennent pas ni à l'état du pays, ni en tout cas à ce que j'en pense. Je pense qu'il n'y a pas la capacité aujourd'hui au Front National de gouverner, ni la prudence et l'expérience qu'il faut pour le faire, ni même en termes de culture d'appareil. Et troisièmement, quand je vois l'évolution idéologique de ce parti, j'étais déjà pas d'accord avec lui à l'origine, mais les dernières déclarations sur la laïcité, les signes religieux et la tournure anti-religieuse est très, très, très démarquée par rapport à notre axe à nous sur les sujets de société, me font dire que ça n'est pas envisageable. Très bien. Nous allons marquer une première pause dans cette édition de Face aux chrétiens. Notre invité aujourd'hui est Jean-Frédéric Poisson, président du Parti chrétien-démocrate et député des Yvelines et candidat donc à la primaire de la droite et du centre. Nous nous retrouvons dans quelques instants. Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux chrétiens, édition de rentrée. Avec la Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui est Jean-Frédéric Poisson, député des Yvelines, président du Parti chrétien-démocrate et candidat à la primaire de la droite et du centre. Il est interrogé dans cette édition par Laurent de Boissieu pour la Croix, par Alain Baron pour Radio Notre-Dame et par Romain Mazenot pour RCF. C'est Alain Baron qui pose la première question de cette deuxième partie de Face aux chrétiens. Oui, nous avons tous en mémoire les événements de cet été avec la tragédie de Nice, l'assassinat du père Hamel.
On sent qu'il y a un problème avec la laïcité, des crispations communautaires. Comment essayer de régler cette affaire? Est-ce que la nomination de M. Chevènement pourra faire quelque chose? Jean-Frédéric Poisson. C'est pas une question de personne. J'ai entendu le débat autour de la nomination du sénateur Chevènement. Très franchement, lorsqu'on dit il aurait fallu, est-ce qu'on imagine, certains disent ça, est-ce qu'on imagine une organisation chargée d'aider les œuvres juives qui ne soient pas dirigées par un juif ou des œuvres chrétiennes ne soient pas dirigées par un chrétien? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un des problèmes d'ailleurs que nous avons, nous, Français, à régler. Il n'y a pas, dans l'islam sunnite, d'autorité constituée qui soit reconnue comme telle par les musulmans. Ça n'existe pas. Ça explique l'échec du CFCM, du Conseil français du culte musulman. Ça explique le fait que l'Union des organisations islamiques de France soit pilotée par les frères musulmans, qui sont, de mon point de vue, absolument pas les bienvenus sur le territoire français. Il faudrait interdire ce mouvement en France. Qui, de mon point de vue, est un mouvement terroriste, comme l'ont dit très bien les Égyptiens. Là, vous parlez de l'UOIF ou des frères musulmans? Je parle des frères musulmans. Des frères musulmans. Si les frères musulmans, si l'UOIF, comme vous le dites, est lié aux frères musulmans, si vous voulez interdire les frères musulmans, quelles conséquences pour l'UOIF? Voilà. Il faut refonder l'UOIF, peut-être même le dissoudre. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est que nous avons besoin de quelque chose qui n'existe pas dans l'islam, c'est-à-dire d'une autorité spirituelle constituée. Et ça, alors les musulmans français sont sunnites, ils ne sont pas chiites. S'ils étaient chiites, ça pourrait se régler. Ils ne le sont pas, faisons avec. Plusieurs remarques. Premièrement, le débat de l'été autour de la laïcité est très mal engagé. Pour une raison, tout le monde croit que la loi de 1905 prohibe l'exercice de la religion dans l'espace public et la confine dans l'espace privé. Rien de tel n'existe dans la loi de 1905. C'est l'inverse. La loi de 1905, c'est une loi qui protège la liberté religieuse. Alors elle la protège, je sais bien, quelques historiens vont dire, ils l'ont protégée à l'époque à coups de canon, en sortant les bonnes sœurs des couvents et en tirant sur les troupes. D'accord. En attendant, c'est une loi qui protège la liberté religieuse. La neutralité de l'État est une neutralité de bienveillance et de protection, ça n'est pas une neutralité d'agression. L'État est neutre parce qu'il protège, il n'est pas neutre et donc il agresse. Ça n'est pas ça, la tradition française. Deuxième considération, il n'y a aucune considération vestimentaire dans la loi de 1905. L'esprit de la loi française consiste à dire, dans l'espace public, on peut porter une kippa, un voile, une croix, une colombe si vous êtes protestant, rien du tout, les trois à la fois si ça vous fait plaisir, un turban si vous êtes sikh, des dreadlocks si vous êtes de la religion de Rastafari, le roi des Éthiopiens. Oui, mais c'est la France. C'est ça. C'est la France. Troisième remarque, vous ne pouvez pas expliquer aux gens que quand vous portez un voile sur le remblai, tout va bien, vous faites descendre les 3 marches sur le sable, vous arrivez sur la plage, c'est interdit. Ça, je suis désolé, c'est pas possible. La France n'a pas vocation à instaurer une police du vêtement. Et je suis désolé de dire, même si c'est mon ami à Lionel Lucas, le maire de Villeneuve-Loubet, quand on écrit que sur la plage est interdit le port de vêtements qui ne sont pas conformes à la laïcité, je ne sais pas ce que c'est un vêtement qui n'est pas conforme à la laïcité, ça n'existe pas. Ça veut dire un prêtre en col romain peut-il avoir accès à la plage? Mais non, puis inversement, le burkini est interdit, mais qu'est-ce que vous ferez le jour où des femmes viendront se baigner avec des chemises à manches longues en pantalon et avec un foulard sur la tête? Vous allez faire quoi? En quoi cette attitude-là serait moins prosélyte que les burkinis? Non, parce que ce n'est pas le sujet. La question c'est, comment se fait-il que cette génération de femmes éprouve le besoin, un certain nombre d'entre elles en tout cas, éprouvent le besoin de porter à nouveau ce vêtement alors que leur mère n'éprouvait pas ce besoin? C'est quoi? Quel est le problème? Le problème, c'est que nous sommes entrés dans une société qui confond le laïcisme et la laïcité, qui agresse l'expression du fait religieux plutôt qu'il ne le protège. Et donc, en réaction à ça, un certain nombre de personnes qui ont la foi de manière sincère adoptent des comportements qui peuvent être considérés comme radicaux. Dernier point, il faut faire une distinction qui est très importante. Un certain nombre de musulmans en France, en Bosnie, je l'ai constaté la semaine dernière, le président turc, Daesh, les frères musulmans, quelques autres, les wahhabites, etc., veulent instaurer la charia comme la loi en Europe. En Europe? Oui. Ça, pour vous, c'est clair. Cette visée est claire. Le président turc Erdogan l'a dit lui-même dans un discours célèbre il y a quelques mois. Bien. Il faut prendre en compte ce phénomène et dire clairement, que la France dise clairement à tout cela, vous ne ferez pas de la charia la loi française. Mais pas en faisant des lois contre le burkini, c'est ça? Non, parce que ça n'a pas de sens. Et puis alors, allez écrire la loi, c'est le vice-président de la commission des lois qui vous le dit. Vous êtes vice-président de la commission des lois. Allez écrire la loi pour définir ce que c'est qu'un burkini, c'est quoi? C'est la longueur des manches, c'est la couleur, c'est pas... Ça n'a aucun sens. Ces radicaux-là, on doit les combattre. Pas seulement militairement. On doit dire, je suis désolé, dans les abattoirs halal, les règles sanitaires de la loi ne sont pas respectées.
Je suis désolé, une femme musulmane qui est soignée par un médecin dans un hôpital français, eh bien, soit elle accepte d'être soignée par un homme, soit elle s'en va. Donc pour tout ça, on peut légiférer. C'est pas la peine de légiférer, c'est d'appliquer la loi qui Appliquer existe la loi. aujourd'hui. D'accord. C'est aujourd'hui l'état de la loi. Mhm. Il n'y a pas question de menu halal dans les écoles. Mhm. Tous ceux qui Il y en a prêchent... pas. tous ceux- Les repas de substitution, généralement, Non, moi, on propose autre chose, du poisson ou Voilà. Non, des eh légumes, ben- mais il n'y a pas de repas Eh halal. bien, il faut dans les rappeler, écoles. alors il faut le rappeler, et il faut dire en tout cas que nous n'accepterons pas aucune espèce d'intrusion, de domination de coutumes qui ne sont pas les nôtres dans cet espace public. Et puis enfin, j'ai demandé il y a 1 an et demi maintenant au chef de l'État d'expulser systématiquement les étrangers radicalisés, d'expulser des imams qui prêchent dans les mosquées, clandestines ou officielles, d'exiger la déclaration d'association cultuelle pour porter les mosquées qui se créent ou les écoles coraniques, parce que ce sont des associations à caractère culturel. Tout ça doit être fait. Donc il y a beaucoup de choses à faire Mhm. avant sont de plus s'intéresser au fondamentales. pays. Et puis, au fond Oui. du fond, Mhm. il reste la question de savoir comment on permet à tous ceux qui sont dans une forme de déshérence personnelle, parce qu'en fait, Daesh se nourrit beaucoup de la désespérance et de la déshérence personnelle. Qu'est-ce qu'on a à dire? Quel message politique on porte? Quelle aspiration on donne à toutes ces personnes qui considèrent que Daesh peut être une communauté de substitution? Et ça, c'est pas un problème de sécurité, c'est un problème de message politique. Romain Mazno, RCF. Vous avez présidé une commission d'enquête sur le financement de Daesh. Comment on peut couper les vivres au terrorisme? Il faut d'abord le Jean-Frédéric battre Poisson. militairement. Et c'est un enjeu très très important. Je pense que la conscience maintenant est assez nette sur ce point, même si la coalition internationale a quand même fait un peu des ronds dans l'eau pendant un peu plus d'1 an. Je rends hommage au passage, en ayant dit ça, à tous les militaires français, en particulier les aviateurs qui sont engagés dans ces opérations, qui font un travail tout à fait remarquable, mais il n'y a pas une détermination des responsables politiques français ou occidentaux à se bagarrer vraiment contre Vous pensez que Daesh, François Hollande contre n'est pas allé assez loin dans sa détermination de chef de guerre? Je pense qu'il s'est trompé d'ennemi. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il a considéré depuis le début que l'ennemi c'était Bachar el-Assad, alors que Oui. c'était Daesh. D'accord. Nous avons armé, et encore récemment, l'armée libre syrienne, c'est-à-dire l'armée qui est pilotée aujourd'hui par Al-Qaïda et les frères musulmans qui se bagarrent davantage contre Assad. Et que alors, contre Bachar Daesh. el-Assad, c'est qui par rapport à la France, à vos yeux, vous qui l'avez rencontré? Ah, c'est un, comme tous les dirigeants que j'ai rencontrés autour du bassin méditerranéen, fait partie de ceux qui attendent beaucoup de la France, qui ne comprennent pas pourquoi la France le considère comme un ennemi. Et je dis ça en étant parfaitement conscient. Il a quand même eu recours aux de armes chimiques contre son propre Oui, peuple. c'est un point qui est extrêmement controversé, donc C'est l'ONU, c'est un groupe mis en place par l'ONU qui le dit. Oui, un certain nombre de vos confrères américains ont dit des choses très très différentes sur ce point. Il y a des journalistes, qui disent pas tout à fait ça, mais j'allais abonder plutôt dans votre sens pour le coup. Je dis tout ce que je viens de dire en étant parfaitement conscient du mal qu'a fait la Syrie et le clan Assad, plutôt le père que le fils d'ailleurs, au Liban, et en étant conscient de toutes les méactions que par ailleurs ceux qui sont placés sous l'autorité d'Assad peuvent commettre sur les champs de bataille ou dans les prisons syriennes. Néanmoins, battre Daesh aujourd'hui, ça veut dire s'appuyer sur ceux qui le combattent, c'est-à-dire les Russes, les Kurdes, le Hezbollah, l'Iran et l'armée de Damas. Et puis deuxièmement... Et donc s'appuyer sur couper- Bachar el-Assad. Mais évidemment, D'accord. il a le même ennemi que nous, il faut le... D'accord. Donc, deuxièmement, couper les vifs de Daesh, ça veut dire également investiguer davantage les partenaires bancaires qui sont les leurs, regarder un peu plus précisément un certain nombre de flux financiers massifs, mais c'était vrai ce que je dis là il y a 1 an et demi, maintenant ça a commencé à se tarir beaucoup. Et aujourd'hui, depuis on va dire à peu près 12 mois maintenant, Daesh se nourrit beaucoup des extorsions de fonds, des raquettes ou de l'impôt qui est levé sur le territoire. Mais qu'il pas des flux contrôle. pétroliers ou de flux financiers Non. dont nous serions partie prenante. Non, Pour ça vous, c'est certainement clair. pas. Pour moi, c'est très clair. D'accord. Il y a des trafics à la frontière syro-turque, Oui. mais il y en a depuis 1000 ans. Oui, Donc oui, ça ne va pas s'arrêter Oui. demain matin. Ça se transmet de père en fils, ce genre de choses. Il y a, grosso modo, une centaine de kilomètres de frontières entre la Turquie et la Syrie qui sont extrêmement poreux et par lesquels passe du blé, du coton, un peu de pétrole local, etc., mais absolument pas de participation européenne, de quelque nature qu'elle soit, à ces trafics-là. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Oui, il y a une autre tragédie qui se joue à nos portes, c'est celle des migrants, pour laquelle l'Europe semble bien impuissante, et la France aussi. Que peut-on faire concrètement? Est-ce qu'il faut supprimer le regroupement familial, comme certains l'avancent? Sachant que les chiffres explosent et Oui, que les chiffres explosent. les arrivées en Italie atteignent des sommets considérables ces derniers jours. Donc le regroupement familial. Je pense d'abord que nous avons eu grand tort de mettre fin au régime du colonel Kadhafi
De la même manière que nous avons eu grand tort de mettre fin au règne, entre guillemets, de Saddam Hussein. Nous, Et c'est une des raisons. pour Kadhafi. Oui, c'est bien sûr, oui. Vous lui avez dit. Mais Oui. c'est dans l'espace public, enfin mes déclarations là-dessus Oui. sont constantes, donc je sais pas de... et d'ailleurs, ce sont pour les mêmes raisons que nous avons inquiété ou tenté d'affaiblir Bachar al-Assad. Les régimes dictatoriaux dans ces pays ne sont pas acceptables à nos yeux. Nous n'avons jamais réfléchi à ce qui se passerait une fois que ces dictateurs auraient quitté leur poste. Il se passe là où ils sont partis, pardon de vous le dire, c'est le chaos. L'Irak, après le départ de Saddam Hussein, est le lieu de naissance de Daesh d'aujourd'hui. C'est même les anciens cadres de l'armée irakienne qui ont formé l'organisation État islamique. La Libye est le lieu de tous les trafics, le carrefour de toutes les influences. Je suis allé à Tripoli l'année dernière au mois de juillet. Il y a une quinzaine de mois, j'avais passé quelques jours avec le ministre de l'Intérieur du gouvernement de Tripoli de l'époque pour regarder tout ça, puis rencontrer d'autres membres du gouvernement libyen, le président de l'Assemblée, bref. Ce territoire est désormais le terrain de jeu préféré de tous ceux qui trafiquent tout ce que vous voulez, y compris des migrants. D'ailleurs, les migrants passent par là. Un trafic juteux, Et du reste. cause des dangers de déséquilibre très importants à l'égard de l'Algérie et, par conséquent, du Maroc. En tout cas, la crainte des Marocains sur un effet domino est aujourd'hui extrêmement vive. Donc on fait quoi? Sur les migrants. Donc j'avais dit, on change nos alliances internationales, on change le regard qu'on porte sur ces pays et sur ces contrées. 2, j'ai visité dans tous les pays où je suis allé des camps de réfugiés localement. En Syrie, en Irak, en Égypte, au Liban. Et donc Et j'ai visité le camp de Calais. Et j'ai vu, parce que je me suis déplacé, les conditions dans lesquelles ceux qui étaient il n'y a encore pas très longtemps sous le métro parisien vivaient. Les conditions de vie les plus difficiles que j'ai vues pour les migrants, c'est ici que je les ai eues. C'est pas autour du bassin méditerranéen. Il vaut mieux être réfugié dans un camp de réfugiés à Tripoli, en Libye, que d'échouer à Calais dans des conditions qui sont indignes. Quand je suis rentré dans le camp de Calais avec le Secours catholique et quelques organisations qui agissent là-bas, je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas la France. Donc, ma conclusion, pour répondre à votre question précisément, les migrants, d'une certaine manière, quand ils arrivent ici, ils sont déracinés pour la dernière fois. Ils arrivent dans un pays dont ils ne connaissent pas le climat, pas la langue, avec pas d'avenir. Leur dire que leur avenir est ici, c'est leur mentir. Et je dis, ce n'est pas leur place d'être en France. On doit tout faire pour qu'ils puissent rester dans les pays qui sont proches, à défaut de leur pays Donc, d'origine. quand vous voyez le pape ramener de Lesbos 12 migrants qui sont musulmans d'ailleurs, mais vous dites que c'est un beau geste, mais qu'il ne faut pas imiter. Monsieur Mazenot, le pape est en charge de la charité et de la foi de Oui, ça, l'Église. c'est un beau geste qu'il ne faut pas imiter. Moi, je suis en charge des intérêts de la France. Et je dis, quand je vois ce que nous sommes capables de faire aujourd'hui, quand je vois la manière dont les migrants, j'en ai dans ma circonscription, j'en ai depuis le mois de janvier dernier. Il y en a encore, qui ont été transférés de Maurepas jusqu'à Bonnel. Ça ne dira rien à tous nos amis qui n'habitent pas les Yvelines, mais voilà, c'est une commune de 20 000 habitants vers une commune de 2000, donc j'en ai chez moi, dans ma circonscription. Je vois bien comment ça se passe. Et je dis, je pense que ça part d'un bon sentiment, que le pape veuille attirer l'attention, sur l'apaisement nécessaire qu'il y a entre le monde chrétien et le monde musulman, je le comprends. Que ce geste soit symboliquement destiné à ça, je le comprends et je le partage. Mais par ailleurs, en termes de gestion, je redis, les camps que j'ai vus partout où je me suis déplacé procurent aux migrants des conditions de vie meilleures que celles que nous pouvons leur donner en France. Je n'ai pas compris ce que vous voulez faire. Les migrants qui traversent la Méditerranée, qui arrivent en Italie, ou qui arrivent en France, On n'a pas ils sont là. Qu'est-ce qu'on fait? Vous les renvoyez dans des camps pour Et ils vont être là de plus en plus nombreux. J'ai entendu les autorités libyennes que j'ai visitées, je vous donne cet exemple parce qu'il est concret, me dire qu'elles étaient prêtes à financer des camps de réfugiés sur leur territoire, sous le contrôle des organisations non gouvernementales, avec l'aide de pays qui s'y connaissent, je mets des guillemets, qui ont les services de police, des habitudes de faire ça, Médecins du Monde, etc., très bien, en échange d'une coopération un peu renforcée dans la lutte contre les trafics, etc. Cette proposition a été faite au gouvernement français il y a 17 mois, avril-mai 2015. Elle a été sans suite. Et je pense. De Calais, vous les envoyez dans des camps. Monsieur. Je pense qu'il vaut mieux qu'ils soient effectivement renvoyés dans leur pays, dans des conditions. À Calais, il y a beaucoup d'Érythréens, d'Afghans, il n'y a pas que des Syriens. Mais dans leur pays, ou en tout cas sur un continent qui est le leur. Mais c'est indigne de laisser vivre entre 5 et 6 000 personnes, parce qu'en fait, on ne sait pas très bien combien il y en a,
qui mobilise tous les jours 1500 gendarmes et policiers autour, il faut voir ce que c'est. Enfin, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de vous y rendre, mais C'est un état de siège. faites l'exercice, ça a quelque chose quand même de bon. Mhm. Qui tue la région de Calais sur le plan économique, alors qu'il y a des immeubles qui sont murés, des HLM entiers qui sont murés, des portes et des vitres qui sont remplacées par des parpaings désormais dans la ville de Calais où personne n'est. Enfin, c'est une situation ubuesque. Ça ne peut pas rester en l'état. Et donc, le retour de la paix est nécessaire. Un changement d'alliance de l'Europe et un changement de vision et de relations avec les pays de la région est nécessaire. L'installation de camps de réfugiés, j'en ai vu en Irak par exemple, quand je suis allé à Erbil, avec des Algécos, des conditions de vie, je n'y passerai pas mes vacances, je ne vais pas vous raconter l'histoire, mais par rapport aux maisons de tôle, de plaquettes, de palettes en bois De et la de sacs jungle de poubelles Calais, que j'ai vu à Calais, ça n'a rien de comparable. Très Et bien. un point quand Oui. même qui m'a beaucoup ému, parce que je tiens à le signaler, quand j'ai visité le camp de Calais, j'ai constaté de mes yeux que, malgré la pauvreté qui était la leur dans cet endroit, les migrants qui y étaient avaient trouvé le moyen de construire une mosquée, une église, une école et un agora pour se retrouver, jouer vie une pièce de continue. théâtre et une bibliothèque. Donc, malgré ça, la vie continue. Bien, nous avons encore beaucoup de questions à vous poser, à notre invité, donc Jean-Frédéric Poisson, président du Parti chrétien-démocrate, député des Yvelines et candidat à la primaire de la droite et du centre. Nous allons marquer une légère pause et nous nous retrouvons dans quelques instants. Merci à vous. Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de rentrée de Face aux chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui, Jean-Frédéric Poisson, président du Parti chrétien-démocrate, député des Yvelines et candidat à la primaire de la droite et du centre. Il est interrogé dans cette édition par Laurent Boissieu pour La Croix, par Alain Baron pour Radio Notre-Dame et par Romain Mazneau pour RCF qui pose la première question. La Turquie évolue de manière assez inquiétante avec de nombreux attentats et encore plus depuis le coup d'État raté du 15 juillet dernier. Comment faire en sorte que ce pays reste pas trop éloigné de l'Occident, ce qui est important compte tenu de toutes les questions de migrants dont on parlait, de terrorisme. Jean-Frédéric Poisson. Je suis très défavorable à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Je m'y opposerai de toutes mes forces et je pense que ça n'est pas souhaitable pour la cohésion de notre continent et pour la mission qui doit être la sienne. Aujourd'hui, on n'en parle, identité. plus beaucoup de l'entrée de la Turquie. Vu l'évolution du pays, vous avez raison, mais c'est comme le monstre du Loch Ness, ça reviendra à intervalles peut-être réguliers parce qu'un jour ça va se calmer. Que fait-on avec le nouveau sultan ? Oui, c'est bien décrit, effectivement. Nous avons un nouveau tsar en Russie, un nouveau sultan en Turquie. C'est donc le retour du grand empire russe et de l'empire ottoman. Voilà. L'Europe n'est absolument pas préparée à ça. Ni dans la manière de s'organiser, ni dans sa culture diplomatique. Elle n'a pas compris, en tout cas nos diplomates, nos représentants n'ont pas compris les personnes à qui ils ont affaire. C'est-à-dire qu'ils ont fait l'inverse de ce qu'il fallait. Ils ont méprisé le tsar, quel que soit par ailleurs ses torts. Alors que la dernière chose à faire, c'est de mépriser le tsar. Et ils ont fait confiance au sultan, alors que la dernière chose à faire, c'est de faire confiance au sultan. C'est-à-dire qu'ils ont fait l'inverse de ce qu'il aurait fallu. Deuxièmement, la menace. La Turquie représente aujourd'hui une menace pour l'Europe, très clairement. Je ne parle pas du peuple turc. Je parle de ses dirigeants, et je le redis, de la manière dont le président Erdogan envisage l'Europe comme un terrain de jeu pour l'application de la charia et pour son extension. Il l'a déclaré, encore une fois, vous retrouverez ça très facilement, dans une réunion qui était très controversée à Strasbourg il y a maintenant un peu moins de 2 ans en particulier. Moi, je pense qu'il faut être d'une très grande fermeté à l'égard des Turcs et leur dire qu'il n'y a pas à céder au chantage d'un pays qui parle de cette façon à l'Union européenne. Alors, de deux choses l'une. Ou alors l'Union européenne est ce qu'on nous dit qu'elle est. C'est-à-dire un ensemble cohérent, solide, avec une vraie diplomatie, des vraies institutions, costaudes, etc. etc. Et donc, quand on parle aux Turcs, les Turcs, comme dit Audiard, quand les gars de 120 kilos parlent, les gars de 60 kilos écoutent. Bien. Donc le tout est de savoir qui est qui. Et moi je pense que l'Union européenne n'est pas ce qu'elle dit être, qu'elle place chacun des pays membres en situation de faiblesse tout seul par rapport au chantage qui est exercé par les Turcs. Et donc, je redis que la situation de la Turquie, son poids dans les politiques actuelles de migration, est le signe de l'échec de l'Union européenne. Raison supplémentaire pour moi de demander une refonte en profondeur. Laurent Boissieu, La Croix. Précisément, j'y venais, parce que je n'arrive pas à vous suivre tellement sur votre fondation de l'Union européenne que vous souhaitez. Parce que d'un côté, vous dites souverainiste,
On voit très bien ce que ça veut dire. Vous êtes un des rares, si ce n'est le seul, des candidats à la primaire de la droite à se revendiquer de ce terme-là. Et d'un autre côté, par exemple, vous ne voulez pas remettre en cause l'euro. Mais l'euro en soi est une remise en cause de la souveraineté monétaire de la France. Donc que votre souverainisme, c'est un demi-souverainisme ? Non. Jean-Frédéric Poisson. C'est un souverainisme, précautionneux et prudent. C'est-à-dire je connais très bien les débats qui fleurissent autour du point de savoir si l'euro est bénéfique, pas bénéfique, etc. Et je fais partie de ceux qui pensent que, effectivement, quand on ne frappe plus sa monnaie soi-même, on perd un peu de son pouvoir. J'entends ça. Je plaide, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour une Europe qui soit une Europe de coopération entre des nations souveraines et non pas pour une espèce de fédération qui, d'ailleurs, est en train de s'écrouler sous nos propres yeux, y compris pour les raisons que je viens de dire. Il n'y a pas de fédéralisme aujourd'hui. Non. Enfin, Le fédéralisme, ce serait une vraie démocratie européenne. Il y a pas aujourd'hui, de il y a la supranationalité, donc plus de souverainisme, mais il n'y a pas de fédéralisme. Oui, il n'y a pas de fédéralisme. Enfin, quand on est sous l'égide d'une Cour européenne des droits de l'homme qui impose... Enfin, il y a quelques... C'est plus une européenne, il y a quelques notions... une autre... C'est la conception globale de l'Europe. C'est ça que je remets en cause. D'ailleurs, de la même manière que, et pour les mêmes raisons, je plaide pour une Europe des nations et pour la sortie, pour que nous nous débarrassions de la tutelle de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est la même logique. Je veux que les États décident de ce qui est leur compétence et qu'ils ne s'assemblent que pour faire ce qu'ils ne peuvent pas faire seuls. Cette Union européenne-là m'irait. Est-ce que la monnaie doit subir le même sort ? Sur le plan conceptuel, je pense que oui. Mais je ne suis pas du tout certain que sur le plan pratique, nous en ayons les moyens. Car je n'ai toujours pas eu de réponse à ma question. Or, moi je suis dans une perspective de gouvernement, je ne suis pas dans une perspective d'analyse économique seulement. Le jour où on prend la décision de quitter l'euro, que se passe-t-il dans les jours qui suivent et dans les mois qui suivent ? La solidité économique de la France d'aujourd'hui, qui est d'une très grande fragilité, je n'ai pas besoin de vous le dire, les perspectives très faibles de restructuration de notre industrie, de retour de la croissance, de retour avec un chômage qui serait un peu plus acceptable par la population française, tout ça ne permet pas de dire que nous pourrions facilement repasser au franc sans subir des dévaluations massives. Donc vous êtes réaliste. Un appauvrissement, y compris de nos ménages, des ménages français. Et donc, le réalisme me conduit à considérer qu'on doit pouvoir réformer l'Union européenne dans le sens que je souhaite, pour l'instant en tout cas, tout en conservant l'euro. Mais je demeure persuadé que ce pragmatisme-là n'est pas pour moi une solution définitive. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Vous le disiez tout à l'heure, vous étiez il n'y a pas longtemps en Bosnie et en Serbie. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ces pays ? C'est pas fréquent. Sur cette ligne de fracture entre le tsar et le sultan. Le fait que, oui, par excellence, c'est entre le tsar ou l'empereur austro-hongrois. C'est comme on veut pour le... Alors, est-ce que l'histoire se répète là-bas ? Oui, malheureusement, de manière tragique et comique, comme disait Karl Marx. C'est le point... Ça a toujours été une ligne de frontière, la Serbie, Belgrade et la petite République de Bosnie qui est à côté. La Bosnie, la fédération bosniaque aujourd'hui, la partie musulmane en tout cas, dont la capitale est Sarajevo, qui a été un lieu malheureusement célèbre il y a une vingtaine d'années, est devenue une ville qui est composée à 95 ou 98% de musulmans. Elle vit sous le régime de la charia ou quelque chose d'assimilé. Un certain nombre d'autorités musulmanes, y compris locales, considèrent la Bosnie comme un formidable laboratoire de ce que pourrait être l'islam en Europe. Tout ça avec le soutien massif de l'Union européenne, de l'OTAN et des États-Unis d'Amérique, qui soutiennent cette partie musulmane de la fédération, alors que tout le monde sait qu'il y a sur cette partie du territoire 3 camps d'entraînement de Daesh actifs au moment où nous parlons. Ça, vous en avez des preuves ? Oui. Oui, dans la partie musulmane de la Bosnie, absolument. Ce qui me fait dire là encore qu'il y a derrière les projets de l'Union européenne des choses qui sont inacceptables et que nous devons nous débarrasser de tout ça le plus vite possible. On n'est pas sérieux, c'est ça ? On ne contrôle pas sérieusement ? C'est pas qu'on contrôle pas. Je crois qu'il y a un projet politique derrière ça. Et je pense que, de la même manière que déjà le maréchal Tito, dans les années 70, avait donné une autonomie à la Bosnie, la volonté de constater qu'il y a, depuis la domination de l'Empire ottoman, un certain nombre de musulmans dans cette partie du monde, dont le pourtour est au sud orthodoxe et au nord catholique, c'est la Croatie en particulier. Dans cette partie-là, il y avait des musulmans, il fallait leur donner un territoire. Pourquoi pas ? Principe d'autodétermination, je ne vous fais pas le... Mais aujourd'hui, vous dites ? Aujourd'hui, je dis, si leur donner un territoire aux musulmans, c'est faire en sorte que la charia y domine, que par ailleurs on s'étende, et qu'on veuille absolument supprimer l'identité serbe de tout le territoire bosniaque, parce que c'est ça qui est en train de se passer, eh bien, il y a quelque chose pour nous d'extrêmement dangereux. Je suis d'ailleurs également allé à Belgrade pour constater
la très grande amitié entre les Serbes et la France, en tout cas vu du côté des Serbes. J'étais extrêmement triste lorsque les Serbes ont évoqué avec moi les bombardements sur Belgrade de la guerre de Yougoslavie. Ils ne nous en veulent pas. Ils pourraient pourtant, parce que voilà encore un wagon que nous avons emprunté dans un train conduit par les Américains, dont les intérêts dans cette région du monde ne sont pas les nôtres, une fois de plus. Et je pense que nous sommes amis avec les Serbes, qui eux-mêmes sont amis avec les Russes. Je ne vois pas l'avenir de l'Europe sans une coopération renforcée avec la Russie. Une toute dernière question rapide. Tout à l'heure. Laurent de Boissieu, la Pour vous différencier de François Fillon, vous avez parlé d'atlantisme. C'est sous Nicolas Sarkozy que la France a réintégré le commandement intégré de l'OTAN. Est-ce que vous êtes pour la sortie? Et est-ce que finalement, Nicolas Sarkozy n'est pas autant atlantiste que François Fillon? Nicolas Sarkozy n'est pas autant atlantiste n'est pas aussi atlantiste que François Hollande, d'abord. Il faut le signaler, au passage. Je conteste très énergiquement la présence de la France au sein du commandement intégré de l'OTAN et je souhaite sa sortie et son départ. Je le dis, le sort de la France, son influence internationale passe par un peu plus de distance avec les États-Unis, un peu plus de proximité avec les Russes, un peu plus d'attention au monde arabo-musulman et au Proche-Orient et un peu plus d'influence en Europe. Tout ça est possible, il suffit de le décider, de le vouloir. La proximité avec le monde arabo-musulman, vous pouvez préciser en 2 secondes? Oui, je pense qu'il y a, avec les Algériens en particulier, des comptes à solder, si je peux dire les choses ainsi. Je pense que nous devons trouver l'équilibre entre le fait de sortir de la logique de la repentance dans laquelle nous sommes englués à un point qui devient insupportable, dire aux Algériens que nous sommes prêts à aider au développement économique. D'ailleurs, une des seules fois où j'ai soutenu François Hollande, c'est quand il était allé en Algérie pour vendre, entre guillemets, ou en tout cas installer une usine, je crois, de Renault, qui s'est installée là-bas il y a une grosse année. Je pense que cette logique de co-développement est la bonne logique. Nous devons dire également la vérité aux Algériens et aux Marocains. L'islam de France ne peut pas être piloté depuis les consulats et être un enjeu d'influence diplomatique entre le Maroc et l'Algérie sur notre territoire national. Cette vérité-là, en même temps que l'aide, je dis bien la vérité et l'aide, sont les 2 leviers sur lesquels nous devons asseoir notre politique avec nos amis du bassin méditerranéen. Très bien. Merci à vous, Jean-Frédéric Poisson. Vous étiez donc l'invité de cette édition de rentrée de Face aux chrétiens. Je rappelle que vous présidez le parti chrétien-démocrate et vous êtes candidat à la primaire de la droite et du centre. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission sur les sites de KTO, La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité la semaine prochaine sera Hervé Guémard. Hervé Guémard est député et président du conseil départemental de Savoie pour Les Républicains et il est par ailleurs le coordonnateur du projet d'Alain Juppé, lui-même aussi également candidat à la primaire de la droite et du centre. Merci à vous tous de votre attention et nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine. À tout bientôt.